La volonté est un mystère. Parler de volonté, c'est quelque chose qui est essentiel, primordial, surtout à une époque un petit peu spéciale dans laquelle on est en ce moment, où on a l'impression qu'on est un petit peu dans la quatrième dimension, où on se demande souvent le matin si on n'a pas fait un cauchemar et qu'on va retrouver notre vie d'avant. La volonté là-dedans, c'est intéressant d'observer ce que c'est. On peut commencer par s'interroger sur cette phrase un peu traditionnelle qui est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'on sait que la terre on sait ce que c'est, hein, mais le ciel on ne sait pas trop. Marie-France Irigoyen le savait quand elle a écrit son livre « Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Son excellent livre. En effet, le ciel, il n'est pas dans les étoiles, au-delà de la Terre, dans le cosmos, à l'infini et au-delà, comme dans Toy Story. Le ciel, il est à l'intérieur de soi, et donc, comme à mon habitude, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de l'atome, mais le ciel est au cœur de l'atome, dans le noyau, et même encore au-delà, c'est-à-dire au centre du noyau de l'atome, qui est ce point minuscule qui ouvre le sablier de l'autre côté. Nous avons l'univers qui naît du cœur de l'atome de ce côté-ci du sablier, et de l'autre côté du sablier, il y a l'autre côté, qui est le monde de l'éther. Nicolas voulait parler de l'éther, mais je ne parlerai pas de l'éther ce soir. Enfin, en tout cas, le situer l'éther, c'est important pour comprendre ce qu'est la volonté, parce qu'effectivement, c'est la volonté de l'éther dont il s'agit. Et quand le Nazaréen disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il pensait bien évidemment à l'éther, même si il utilisait un autre mot pour le décrire, en araméen. Mais peu importe qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, ce mot-là pour décrire l'éther en araméen, c'est pas très important. Peut-être qu'il l'appelait Abba, qu'on a traduit par papa. C'est ainsi qu'il appelait son origine, Abba. La volonté réelle. Vous avez un audio bien sûr de Bernard de Montréal qui est volonté subjective et volonté réelle, qui explique bien des choses sur la volonté. Ensuite vous avez de nombreux audios de Bernard sur la volonté, où le mot volonté est dedans le titre, donc c'est assez facile de les trouver. Vous en avez un par contre qui s'appelle la sensibilité, où il parle beaucoup de la volonté, et vous ne pourriez pas deviner qu'il parle de volonté avec ce titre-là. Il explique dans cet audio plein de choses, mais notamment que ce qu'il y a de plus important dans le supramental, ce n'est ni l'intelligence ni l'amour, mais la volonté. C'est la chose la plus importante. Alors, dans cette poursuite de la connaissance, ce qu'on a investigué depuis des millénaires, on pourrait penser que l'intelligence a une place prépondérante dans l'acquisition des compréhensions des mécanismes, des secrets, des mystères et tout ça, et aussi des lois de l'énergie. Moi je sais que quand j'ai fait l'exploration des lois de l'énergie, je misais tout sur l'intelligence, et j'ai toujours tout misé sur l'intelligence. Si je vous parle de volonté ce soir, c'est parce que j'ai fait l'erreur de croire en l'intelligence en premier lieu, bien entendu. Après, est-ce que c'est une erreur? Tout étant programmé, il n'y a jamais d'erreur. Mais c'est comme ça, et puis aujourd'hui je suis contente de pouvoir vous parler de volonté, parce que la volonté, je ne lui ai pas couru après. J'ai couru après l'intelligence, comme une dératée. Et j'ai fait des ratés.
mais il fallait les faire. Et donc la volonté, elle m'est tombée dessus sans que je la cherche. Alors évidemment, si Sri Aurobindo dit que le plus grand obstacle à la réalisation, c'est le désir de réalisation, c'est sûr que la volonté, je ne l'ai pas désirée parce que je ne pensais pas que c'était important. Et maintenant que cette volonté est là, alors tout en translation bien sûr, puisque la volonté ne peut pas être installée complètement, parce qu'il y a toujours l'astralité des mémoires, le subatome, hein, tant qu'on est sur cette densité masse-matière, on est forcément subatomisé, donc on est sur gravitation. Et étant sur gravitation, on est forcément en proie à l'inquiétude, à la peur de la survie, et donc à des doutes, etc. etc. L'obstacle, la volonté, c'est la crainte, c'est le doute, c'est toutes sortes de choses. Enfin, quand on est au bord du précipice, on ne peut plus avoir aucun doute parce qu'on n'a plus rien à perdre. Voilà. Donc on arrive à des paroxysmes d'épreuves et de défis dans la programmation karmique qui font que l'âme est en face, à certains moments, d'épreuves paroxysmiques, apocalyptiques, où effectivement elle se retrouve en phase de révélation, et ce sont des intégrations. Et ces intégrations se font par paliers de décompression, tout comme on descend, quand on fait de la plongée sous-marine, à des très très grandes profondeurs. On est obligé de faire des paliers de décompression. Sri Aurobindo en parlait, Satprem donc l'a vulgarisé dans L'aventure de la conscience, en expliquant qu'on ne peut pas ramener la lumière sur la Terre en restant dans la lumière. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait une avancée, une percée dans la lumière, c'est-à-dire une intégration. Donc, si on veut vraiment la valider, et pourquoi est-ce qu'on va la valider, et comment est-ce qu'on va la valider, il faut revenir dans le côté obscur, parce que la lumière doit être ramenée dans le côté obscur. Ça veut dire, dans notre concret, que quand on a, c'est pour ça que donc on me parle d'ascenseur émotionnel, tout d'un coup, enfin, tout va bien, il y a une sérénité, et puis tout d'un coup, pouf, c'est le grand vide, et puis la grande panique. C'est normal. Ce sont les étapes, les paliers d'étapes d'intégration de la translation qui ont pour but d'intégrer la radioactivité de l'éther dans la matière de manière homéopathique pour que la matière puisse le supporter et puisse monter en puissance graduellement sans implosion. Donc voilà, c'est une nécessité. Et pourquoi la volonté ne peut pas s'incarner, parce que on est tout d'abord dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc dans l'ignorance et dans le jugement. Tout jugement implique une ignorance, toute domination implique une soumission, et toute soumission implique l'ignorance. Donc on ne peut sortir de la soumission, donc de la domination, que lorsqu'on est entré dans la connaissance, bon, ce qui implique une certaine forme d'intelligence, mais ça nécessite à un moment donné l'émergence de la volonté. Et l'intelligence réelle ne peut pas venir avant l'émergence de la volonté réelle. On peut avoir certaines formes d'intelligence, des compréhensions, etc. Mais la volonté réelle ne peut pas... non, je voulais dire, l'intelligence réelle ne peut pas émerger sans la volonté réelle. C'est donc oui, je sors en fait tout à l'heure d'une discussion vibratoire avec quelqu'un. Donc quand on est au moins deux, la parole, l'esprit descend dans la parole. Je fais beaucoup d'inversions, je suis assez dyslexique ce soir. L'esprit descend dans la parole quand deux sont au moins réunis et sont dans le même esprit, la même vibration. Et donc il se passe beaucoup de choses dans ce genre de discussion vibratoire. Celui qui parle apprend beaucoup de choses, peut-être même plus que celui qui écoute, parce que peut-être il a aussi une réflexion de celui qui écoute et qui en fait, par la communion des esprits, envoie son propre savoir, sa propre réflexion, sa propre fractale de l'esprit. L'esprit étant fractal. Je vais me retrouver à faune, tiens.
Donc la volonté, c'est assez complexe hein, comme sujet parce que c'est quelque chose que je découvre et que j'explore en le découvrant. Et cette conjoncture actuelle est vraiment intéressante parce que elle est, l'occasion de nombreux doutes, de nombreuses craintes. Et d'ailleurs, je vais l'amener comme un cheveu sur la soupe, mais dans cette conversation vibratoire, la parole a offert un truc qui était quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que je racontais un truc qui m'arrivait. C'est assez compliqué de le restituer parce que c'est encore mémoriel et donc du coup c'est plus de la parole. Dès que c'est de la mémoire, c'est pas de la parole. Mais je vais quand même essayer de vous le restituer le plus justement possible, même si c'est mémoriel. Donc je relatais quelque chose qui m'était arrivé, c'est-à-dire ce qui se passait réellement quand la volonté est descendue, enfin quand elle a émergé, parce que la volonté ne descend pas, elle émerge de l'atome, enfin de l'éther, c'est-à-dire de l'autre côté de l'atome. Et donc elle a émergé et elle a pris possession de mon corps tout en laissant ma personnalité en arrière en train d'observer le phénomène. Et donc je me suis vue, enfin il faudrait que je revienne en arrière, j'explique plein de choses avant, mais je voudrais quand même pas m'étaler, prendre trop de temps et non plus pas tomber dans le fait de se raconter, même si c'est intéressant au niveau expérientiel de pouvoir partager ça, je le ferai peut-être une autre fois. Mais là, je voulais vraiment dire que dans ce petit épisode là de descente de la volonté, je pouvais observer en tant que Rachel, en tant que personnalité, qu'une présence dans mon corps avait pris le contrôle du corps et faisait les actes de cette petite matinée quotidienne avec une précision, une justesse qui était de l'ordre d'un cours magistral. C'est-à-dire que la personnalité derrière observait un cours magistral. Elle observait une présence qui était d'une justesse absolue et d'une certitude absolue. Et c'était la volonté en action. Et je sentais vraiment que c'était une personne qui n'était pas la personnalité, et qui faisait les choses à la place de la personnalité qui d'habitude fait les choses, et qui avait une certaine lenteur du mouvement, une présence dans le mouvement, une joie dans le mouvement, une intelligence dans le mouvement. Et, euh, et c'était, voilà, et la personne qui était en face de moi me dit, mais ça devait être une sensation extraordinaire, tu ne devais pas vouloir en sortir. Et c'est à la suite de ça que je lui ai parlé de la translation. Mais effectivement, j'ai pu effectivement lui dire, oui, que c'était un moment de plénitude, de totale sérénité, de totale béatitude, qui faisait que euh, j'étais en sécurité. C'est-à-dire que chacun de ces gestes me disait, regarde, je prends ton corps en charge et tu es en sécurité, en totale sécurité. C'est-à-dire que là, moi, je sais ce que je fais et chacun de mes mouvements est mesuré et a un but précis. Et tout dans la vie, si tu me laisses faire, sera comme ça. Et c'était en ça que c'était magistral, quoi. J'ai été mais abasourdie parce que c'était pas moi qui étais aux commandes de mon corps. Et, et de ce fait, je laissais faire. Je participais dans le sens que j'observais et que je me délectais de la sensation de sécurité, d'harmonie qui se dégageait de ça. Et quand je racontais ça à la personne qui était en face de moi tout à l'heure, j'étais vraiment dans la parole et a jailli quelque chose à ce moment-là. Et ça a dit, c'est ça l'amour. Et après j'ai réalisé, mais pourquoi c'est l'amour? Oui, parce qu'on connaît, cette personne et moi, on connaissait ce passage de 1 Jean 4,8, je crois, euh, qui dit que l'amour jette dehors la crainte. Mais on le faisait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on était moraliste et on disait, ben, si on a de l'amour, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas douter, on ne doit pas ceci, on ne doit pas cela, enfin, toutes sortes de trucs moralistes. Mais là, ça se passait dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce sentiment d'être pris en charge par une espèce d'intelligence, en fait, c'est une volonté, moi j'ai toujours le réflexe de dire l'intelligence, mais en fait, d'être prise en charge par une espèce de volonté intérieure
qui fait les choses donc avec intelligence. Et c'est pour ça que l'audiosensibilité est intéressant, parce que Bernard explique que vraiment c'est d'abord la volonté, et que par la volonté, on a forcément l'intelligence réelle qui découle de la volonté, et qu'après découle l'amour. Oui, donc c'est pour ça que j'ai pensé à lui parler de cet audio, et je venais de l'écouter le matin, parce que ça s'était enchaîné, et j'étais tombée sur ça, et j'étais étonnée de réécouter ça, et de le comprendre d'une façon nouvelle. Et donc, je lui ai partagé ça. Et ça a jailli. Et je lui dis, mais tu sais, je suis en train de l'apprendre en même temps que toi, quoi. Qu'en fait, l'amour, c'est l'absence de crainte. On l'entend partout, hein, dans le New Age, le contraire de la peur, c'est l'amour. Mais c'est encore au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est savoir... Mais c'est quoi l'amour, en fait? Euh, Précisément, dans cet instant-là, la volonté était aux commandes du corps. Et moi, j'étais en émerveillement de constater cette sécurité qu'avait la personnalité pendant que la personne prenait les commandes du corps. Et cette sécurité, c'était une plénitude totale, et c'était vraiment un émerveillement, mais complet, une béatitude. Et c'est là que j'ai réalisé en racontant ça, parce que je le revivais et du coup je pouvais le conscientiser, que en fait là c'était l'amour. C'était l'amour. La sécurité que j'ai ressentie dans cette prise en soin, parce que vraiment on sentait qu'il y avait du soin, c'était vraiment, ce qui était dit, c'était regarde, chaque geste que je fais, je le fais en conscience profonde, et toi tu es en sécurité avec moi pendant que je fais ce geste-là, parce que mon geste est précis, il est juste, il est dosé, et il va réussir. Et c'était dans chaque petit geste, ça, ce message. Cette sécurité qui était tout le temps, de la personne à la personnalité, c'était ça le message qui allait, et qui venait dans chacun des gestes. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la personne essayait vraiment de m'envoyer ça comme message. T'es en sécurité. C'est pas parce que c'est moi qui ai pris possession vraiment de l'habitacle que t'es out. T'es toujours là, tu peux participer, et puis c'est surtout, t'es super bienvenue, quoi. Mais sache que vraiment, si tu me fais confiance, mais tu seras plus jamais en danger, quoi. Et dans cette sécurité-là, j'étais sans aucune crainte. Il y avait une certitude, une... Alors je ne vais pas parler de foi parce que ça n'a rien à voir du tout, hein. C'est vraiment aux antipodes de ces foi chrétiennes ou autres. C'est vraiment autre chose. C'est une... Ça va même au-delà de la confiance. Ça va dans le confort. C'était confortable. Confortable dans le sens de conforter. C'est de rendre fort. Et maintenant, j'aime de plus en plus ce mot confortable, parce que c'est être capable d'être dans le confort, être capable d'être avec la force, parce que con, c'est avec, fort, c'est fort, donc la force. Et able, tout ce qui est able, c'est capable, c'est la capacité. Donc c'est être capable d'être bien avec la force, quoi. Et là, je sentais la force, je la sentais. Cette force, cette volonté finalement, qui a l'intelligence de faire les choses avec créativité. Et on n'est plus dans la recherche de créativité. C'est la justesse du mouvement et de l'action qui en découle, fait que la créativité, elle découle de la volonté elle-même. Et que l'action se fait avec intelligence, parce qu'il y a la volonté réelle qui est derrière. Voilà. Et donc aujourd'hui, dans ces moments difficiles que l'on vit, ça peut sembler difficile d'avoir de la volonté juste, avec justesse, parce qu'on a tellement d'occasions d'avoir peur, d'avoir cette crainte pour la perte de nos libertés, de notre intégrité corporelle, que ça me semble encore être un élément apocalyptique, dans le sens où j'utilise toujours le mot apocalyptique, non pas dans le sens de désastre, mais dans le sens de révélation, c'est-à-dire
Apo, c'est la levée, c'est l'enlèvement. Et Calypso, c'est les voiles, c'est l'ombre. C'est l'enlèvement de l'ombre et des voiles. Donc ça s'appelle le dévoilement. Et donc on appelle ça aussi la révélation. Donc quand j'utilise le mot apocalypse, en général, c'est 90% des cas, c'est ça dont je veux parler. Donc c'est apocalyptique dans ce sens-là, que ce que nous vivons est une proposition paroxysmique, donc apocalyptique, parce qu'on ne peut pas avoir une révélation sans être au bord d'un précipice. On ne peut pas... vous savez, là, il y a la chanson de Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, on ne peut pas dire que... j'aurais été quoi, un collabo, un Allemand, une victime, un bourreau, enfin voilà. Né en 17 à Leidenstadt, c'est vraiment le thème, c'est une chanson de Goldman. C'est vraiment le thème, c'est aujourd'hui, puisque je suis bien dans mes pantoufles, je peux pas dire que si j'étais né en 17 à Leidenstadt, j'aurais pas été un Allemand qui aurait massacré des tas de gens. Donc c'est vraiment au pied du mur, enfin c'est vraiment au bord du précipice qu'on peut savoir quel choix on va faire, quelle que soit la question qui est posée. C'est seulement à ce moment-là que la volonté peut émerger. Là, dans mon cas, c'était pas au bord d'un précipice, c'est à un moment donné où j'ai réalisé que je mettais ma confiance et ma foi dans quelqu'un qui en fait ne roulait que pour lui et que j'avais mis pendant des années tous mes espoirs de sécurité dans cette personne et je pensais qu'ils étaient confortés et sécures parce que j'avais l'illusion d'être aimée. Et quand j'ai réalisé que je n'étais pas aimée, en fait, toute mon illusion de compter sur l'extérieur est tombée. Et le moi est tombé aussi en même temps. C'est-à-dire que ça a été l'annihilation du moi. Parce que c'est quand vous mettez tout votre argent sur un jeu, par exemple au casino, vous mettez tout, vous misez tout sur... Voilà, et c'est ce que j'avais fait. J'avais tout misé là-dessus. Et toute ma sécurité était là-dedans. Et quand ça s'est écroulé, le moi s'est écroulé aussi. Et c'est à ce moment-là, quand le moi s'est écroulé, que je suis rentrée dans un froid, mais vraiment un froid donc supraconducteur. Bon, pas à ce point, parce que du coup, j'ai pas changé d'espace-temps, mais quoique. Après la nuit que j'ai passée, j'étais sûrement dans d'autres espaces-temps, parce que j'ai été bombardée d'informations qui n'étaient pas vraiment de type sémantique humain. Donc c'était des informations autres. Et c'était vraiment un bombardement. Et le matin, bon je vous raconte un peu du coup, le matin au réveil, j'ai eu donc, c'était le jour où j'ai publié T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. C'était le 4 septembre, enfin j'ai publié le 5 septembre. Mais le basculement s'est passé le 4 septembre et du coup le réveil a été le 5 septembre. Et, euh, et donc le matin, après ce bombardement d'informations toute la nuit, j'ai été réveillée par la chanson encore de Jean-Jacques Goldman, Tout m'est pas l'indifférence. Et j'ai eu donc dans cette chanson-là un espèce de... On appuie sur un bouton, là, pouf, il y a une émotion là qui va sortir, vous savez. Enfin bon, bref. Comme dans les anciennes postes où on changeait les trucs et on mettait les gens en contact en mettant des jacks dans des trous. Et donc c'est ce qui s'est passé avec cette chanson, ça a réveillé ma crainte de cette indifférence. Et je voulais surtout pas cette indifférence. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais en fait, c'est quoi toutes ces informations auxquelles j'ai rien compris? Et c'est quoi, pourquoi cette chanson arrive comme ça, là, m'est envoyée dans la tronche pour me faire encore paniquer, alors que ce bombardement d'informations m'a vraiment stabilisé dans quelque chose de sécure, enfin de... Je comprenais rien à ce que j'avais reçu, hein, parce que c'était donc pas didactique. Mais je sentais quand même une sécurité dans ces informations. Et puis paf, tout m'est pas à l'indifférence, ça m'insécurise à nouveau. Donc j'ai un petit peu tapé du poing sur la table, j'ai demandé au plan de m'expliquer un peu tout ça. Ce qu'ils ont fait à peu près pendant 2-3 heures, hein, quelque chose comme ça, du matin. Et puis après, une fois que ça a été fait, j'avais compris beaucoup de choses sur ce qui s'était passé au niveau énergétique. Le froid, le basculement,
Ensuite, ils ont commencé à me parler de la volonté, de m'expliquer des choses sur la volonté. Et tout ça, c'était au niveau de la parole, c'est-à-dire je posais les questions et en même temps la bouche répondait, etc. Enfin, c'était du ping-pong. Et donc, j'ai été bien éclairée pendant ces quelques heures. Et donc, c'est après que j'ai senti la personne prendre le contrôle du corps et m'expliquer la sécurité qu'il y avait là-dedans. Et puis, c'est plusieurs mois plus tard que je comprends que cette sécurité a induit l'amour. En fait, l'amour est dans la certitude d'être pleinement conscient de ce qu'est le mécanisme de l'esprit dans la matière, ce qu'est son mécanisme, ce qui est son impulsion et ce qui est son but. Et la certitude est vraiment là-dedans. Et donc l'amour découle de la certitude, dans le sens où quand vous êtes en sécurité, bon bah après ça va être un petit peu, je dirais psychologique ce que je vais dire ensuite, parce que là-dessus, c'est pas du supramental ici, mais c'est une conséquence psychologique. Quand vous êtes en sécurité, vous n'êtes plus dans le limbique, hein, donc vous n'êtes plus dans les désirs égoïques, parce que les désirs égoïques sont liés à la nature animique du corps, donc au cerveau limbique, aux instincts de survie et tout ça. Et quand la conscience arrive à vous insuffler de la certitude, quant à la juxtaposition du visible et de l'invisible, en ce qui concerne l'énergie et sa manifestation dans la matière, c'est-à-dire que vous rentrez vraiment dans une compréhension que l'éther invisible est totalement maître de la matière, que tout est sous contrôle en fait. Donc même ce qui se passe aujourd'hui, c'est sous contrôle. Ça, c'est quand même intéressant. Et c'est quelque chose qui peut vraiment aider à... je passe du coq à l'âne. Je sais plus ce que je disais juste il y a 3 secondes. C'est vraiment ce qui peut aider, cette certitude-là, et cet amour finalement, à ne pas tomber dans l'émotivité et de se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible être dans le... » On a pourtant tellement été préparé à ça, être dans l'acceptation de ce qui est. Accepter ce qui est. Si vous écoutez un peu Arnaud Rioux, c'était dans quoi Iris, école de l'intuition. L'intervention d'Arnaud Rioux, il explique tellement bien ce que c'est que le lâcher-prise. Voilà, et il a même une image avec des bancs de poissons qui sont dans cette volonté. Et quand il y a quelqu'un qui jette un caillou dans l'eau, les poissons, enfin, le banc de poissons, donc, ils sont des milliers, mais ils agissent comme un seul. C'est-à-dire qu'ils vont éviter le caillou qui va tomber dans l'eau, mais comme un seul, quoi. Et il décrivait ça d'une manière tellement bien. Enfin bon, voilà. Je sais encore plus où je voulais aller. Et enfin, si. L'émotivité, la réactivité qu'on peut avoir quand on n'accepte pas ce qui est. Et là, il y a de quoi pas accepter ce qui est, hein, quand on voit ce qui se passe. L'obligation du port du masque. Et chaque fois qu'il y a une intervention présidentielle, c'est toujours plus pathétique et toujours plus moche, voilà, et toujours plus liberticide. Enfin, on se dit mais jusqu'où ça va aller, quoi. Et donc on est dans la réactivité et le refus de ce qui se passe. Évidemment, comment ça pourrait être autrement? Et pourtant, ça peut être autrement. On parle de centricité, mais en fait, c'est quoi la centricité? On ne peut pas se forcer à être centré. C'est quelque chose c'est comme la volonté, on ne peut pas la forcer. La volonté, elle vient au moment où elle doit venir. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Oui, je mets toujours les mots à la place des autres. Là, c'est la dyslexie totale. La volonté, elle vient quand on est arrivé au bout du bout, à la saturation. C'est l'audio de Bernard qui parle de ça, c'est le contrôle des émotions. C'est-à-dire qu'il faut arriver au bout du bout des nerfs, quoi. Les nerfs. Et après, vous comprenez ce que c'est que les nerfs quand vous écoutez le mental de l'éther. Le système nerveux est totalement relié au cerveau et au troisième cerveau qui est totalement éthérique. Et l'éther influe son énergie depuis le troisième cerveau jusque dans le cerveau, les neurones, et le dispatche à tout le système nerveux. Et donc l'énergie électrique, l'énergie nucléaire se dispense par l'énergie électrique qui est transformée par le cerveau et le système nerveux. Donc le cerveau et le système nerveux sont des transformateurs de l'énergie radioactive nucléaire, de l'éther, et transforment ça en électricité. Donc nous sommes une centrale nucléaire. Voilà, c'est officiel. Voilà.
Bon voilà, trêve de plaisanterie, c'est pourtant réel, c'est comme ça. Le corps humain est une centrale nucléaire, effectivement, qui transforme l'énergie nucléaire en électricité. En faisant une transconduction. Voilà, c'est-à-dire que le cerveau est un transconducteur. On n'est pas dans la supraconduction parce que on ne fonctionne pas sur le système de la supraconduction pour le moment en tant que corps humain, mais ça viendra quand on aura une certaine compréhension, une certaine maîtrise des lois de l'énergie. Donc, je sais déjà plus encore, voilà. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave parce que c'est des pistes qui vous sont données. À la limite, si ça vous dit de prendre des notes, vous pouvez développer vous-même chaque piste. J'ai pas besoin d'aller au bout d'une piste parce que c'est des choses que vous savez déjà. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui écouteront cet audio qui diront mais oui, 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 bien sûr, évidemment, ça tombe sous le sens. Voilà. Donc pourquoi la volonté réelle peut être utile dans ces moments de difficulté? Parce qu'elle apparaîtra à un moment où on sera à saturation, au bout du bout des nerfs, et qu'on basculera en fait dans une sérénité alors que on est censé ne pas du tout être serein. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation qui est totalement poussée à son extrême, qui va faire que soit on disjoncte, parce que c'est électrique, soit on disjoncte, soit on transforme. Voilà. C'est un peu comme au rugby. C'est un essai, on transforme ou on le rate. Bon, on a le choix de toute façon. C'est une question de choix, après c'est aussi une question de connaissance, donc c'est important que des choses comme ça puissent être expliquées. Les moments mauvais qu'on passe, qu'on peut juger et qu'on peut réactionnellement refuser, sont des moments paroxysmiques qui sont une occasion de voir quel est le bout de nos nerfs, de notre émotivité, tout ce qu'on peut endurer et jusqu'à quel point on peut l'endurer au niveau de l'angoisse, de la peur, cette espèce de crainte de ne pas survivre à quelque chose. Soit moralement, soit physiquement, hein, on peut ressentir plein de choses hein, sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui commencent à dire que si on doit vivre sans liberté, autant pas vivre, quoi. Donc c'est quand même assez grave, quoi. Donc on peut quand même comprendre que on est actuellement dans une situation qui peut être pour beaucoup un bout du bout. Si on arrive à voir ça comme une occasion de... Après, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que les épreuves que je vis depuis un an, j'ai choisi de les affronter